Donc, on va commencer. Mesdames et messieurs les députés, chers collègues, je suis très heureux de voir la dernière réunion de l'année 2023 de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale. Celle-ci se déroule cette fois encore de manière mixte, en présentiel, mais aussi à distance pour ceux de nos collègues qui seraient dans leur circonscription. Je vous rappelle que cette audition fait l'objet d'une diffusion directe sur le portail de l'Assemblée nationale et que la vidéo sera ensuite disponible à la demande. La réunion d'aujourd'hui sera consacrée à la présentation des conclusions de la mission Flash sur le coefficient géographique appliqué aux établissements de santé en Outre-mer. Le 18 octobre dernier, la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale a décidé de confier une mission d'information sur ce sujet à 5 de ses membres. Monsieur le vice-président Elie Kalifer, Madame Nathalie Bassir, Monsieur Johnny Ajar, Madame Emeline Kerbidi et Monsieur Jean-Philippe Nilor. Au sortir de la pandémie du Covid-19, les principes constitutionnels de continuité territoriale et d'égal accès aux soins restent au cœur des préoccupations de la représentation nationale. Pour autant, d'aucuns s'interrogent sur l'effectivité de ces principes au vu de la situation des établissements de santé ultramarins. Le coefficient géographique a été mis en place en 2004, en même temps que la T2A, donc la tarification à l'acte, dans le but de compenser les surcoûts auxquels sont confrontés les établissements hospitaliers ultramarins. Il est toutefois critiqué pour plusieurs raisons, notamment parce que ces révisions sont trop rares et sont basées, en tout cas pour la dernière, sur des données trop anciennes. En outre, elles ne prennent pas en compte tous les surcoûts. Par ailleurs, les derniers rapports de l'adresse, qui sert de base aux décisions du ministère de la Santé, présentent une évolution très différente de ce coefficient en augmentation dans 3 départements, La Réunion, Mayotte et Guyane, mais en baisse dans 2 autres, Martinique et Guadeloupe. Mesdames et messieurs les rapporteurs, avez-vous réussi à comprendre par quel mécanisme l'administration aboutit à des résultats qui sont si contre-intuitifs? Avez-vous le sentiment que les personnes que vous avez auditionnées ont une bonne connaissance des particularités du système de santé des Outre-mer, des contraintes spécifiques et de l'état de délabrement et l'endettement de certains de nos établissements de santé? Enfin, au vu de vos travaux, pensez-vous que le coefficient géographique soit réellement adapté à la situation des Outre-mer ou ne faudrait-il pas imaginer un système alternatif plus global et qui replace l'humain au centre du dispositif et plutôt que de toujours rechercher une rentabilité financière? Je vais donc vous céder la parole en vous demandant de ne pas être trop long dans votre exposé liminaire, de manière à ce que nos collègues puissent vous poser des questions. Une intervention de 8 minutes par rapporteur nous permettrait de rester dans une fourchette de 40 à 55 minutes pour la présentation. Mesdames et messieurs les rapporteurs, vous avez la parole. Collègue Nilor. Oui. La Déclaration des droits de l'homme en France s'impose une forme de continuité territoriale dans tous les domaines, ce qui conduit théoriquement à garantir à tous les Français la même qualité d'offre de santé publique au même prix qu'ils habitent Paris, Limoges ou Mamoudzou, ou dans la forêt guyanaise. Pourtant, la réalité, c'est que cet accès aux soins ne va pas de soi autant que ça, par rapport à des singularités propres à chaque territoire dit ultramarin. En effet, nous avons des contraintes dites structurelles, éloignement, insularité, exiguïté des marchés intérieurs, auxquelles s'ajoutent des réalités culturelles propres à chaque territoire, de même qu'un mal développement chronique historique, lié notamment à des modèles socio-économiques issus d'une histoire coloniale génératrice de chômage, de précarité et d'extrême pauvreté. La réalité ultramarine rend beaucoup plus onéreux l'exercice d'une médecine performante dans les Outre-mer. Le transport des matériels de pointe depuis l'Europe est coûteux. Le climat humide et la salinité dégradent souvent les matériels et équipements plus rapidement qu'ailleurs et les réparations y sont plus délicates. Les salaires des praticiens doivent être plus élevés qu'ailleurs pour faire face à la vie chère historique et en même temps pour inciter les médecins, infirmiers et techniciens à servir dans ces territoires. Le niveau des revenus des peuples dits d'outre-mer est inférieur à celui des Français de l'Hexagone. Ça, c'est une réalité. Le rapport de la commission d'enquête sur la vie chère dans les Outre-mer fait état d'un niveau de vie médian qui partage la population en 2 parties égales. En Martinique et en Guadeloupe, respectivement 1 360 et 1 310 euros,
soit 20% et 23% de moins que la moyenne nationale. À La Réunion, c'est un tiers de cette moyenne nationale et à Mayotte, c'est carrément un sixième de cette valeur nationale. Donc ces niveaux de précarité, de pauvreté ont des répercussions sur l'activité médicale des patients qui se retrouvent en situation de précarité, d'exclusion sociale et qui tardent à recourir aux soins et développent des pathologies plus graves lorsqu'ils ne renoncent pas carrément à recourir à ces soins. Et dans ces circonstances structurelles et conjoncturelles, des mesures financières d'adaptation ont dû être prises pour couvrir le financement des établissements de santé dans nos territoires. En particulier, des dotations globales attribuées annuellement et remplacées en 2004 par une tarification basée sur le nombre d'actes réalisés. Il a été admis que, confrontés à de telles circonstances spécifiques, les territoires dits ultramarins, comme leurs homologues de Corse et franciliens par ailleurs, devraient voir leurs ressources affectées d'un coefficient multiplicateur de manière à réduire leurs contraintes. C'est dans cette optique que se présente cette mission Flash qui a été créée le 18 octobre dernier. Entre-temps, la Direction de la recherche, des études et de l'évaluation des statistiques, l'adresse, a publié un rapport actualisant de façon partielle, en tout cas pas du tout suffisante, le niveau du coefficient géographique pour de nombreux territoires dits ultramarins. Il n'est donc pas illogique, mais au contraire, il est profondément fondé et pertinent de s'intéresser au présent document qui accorde une place toute particulière à cette étude et à sa critique. Merci, collègue Nilor. Merci aussi au président. Et merci à la presse d'être là. Nous allons essayer de faire à 2 voix, mais c'était prévu à 5 voix. Mais peut-être en cours de parcours, nous aurons les 3 voix qui manquantes. Écoutons, ce que je peux dire actuellement, c'est déjà commencer par remercier les administrateurs de la délégation qui ont aidé à apporter ce travail. Et je n'oublie bien évidemment pas la stagiaire Marine qui s'est révélée d'une grande efficacité. Je ne reviendrai pas évidemment sur les nombreux défauts que le président à l'instant a pu avancer au sujet du coefficient géographique, qu'il s'agisse de sa manière de le calculer, de sa périodicité, et encore sa non prise en compte de certains coûts inhérents à l'environnement ultramarin, tels que la construction, l'adaptabilité des constructions elles-mêmes. Par exemple, le présent rapport, à mon sens, satisfait sa mission, mettre en lumière les nombreux écueils du coefficient géographique. C'est ce que le président demandait, est-ce que ça mettait en lumière? Ça met en lumière, mais est-ce que cela va nous permettre, par toutes nos préconisations, de régler l'affaire? Mais ça met en lumière, disons, les limites du coefficient géographique. Ainsi, en plus des points avancés par mes collègues, une preuve supplémentaire des défauts du coefficient géographique se révèle par le fait que chaque année, en fin d'exercice, la DOS, la DGOS, se voit dans l'obligation de verser des aides de trésorerie aux établissements de santé ultramarins pour leur permettre de boucler leur budget. Ce qui montre bien que la dynamique, la structure de financement des hôpitaux n'est pas une dynamique qui prend en charge même tous les paramètres. Sur la dernière année comptable, par exemple, en 2022, l'aide à la trésorerie versée à l'ensemble des hôpitaux ultramarins s'est révélée à près de 230 millions d'euros. Je dis bien 230 millions d'euros, ce qui constitue un montant considérable quand on sait que 355 millions d'euros sont versés au titre du coefficient géographique. Vous voyez donc, on a plus de 500 millions qui viennent déjà en aide au financement des hôpitaux. Manifestement, il y a un calcul qui ne correspond pas à la réalité. Si de prime abord, on serait tenté de se rassurer par le versement de ces aides, effectivement, nous avons des difficultés. Il y a des aides qui sont versées. Mais il faut reconnaître que cela peut avoir 2 freins, ou 3 freins même. Primo, il met en avant les insuffisances et le mauvais calibrage du coefficient géographique au profit de nos établissements sanitaires. Secondo, il inscrit nos établissements sanitaires dans un cycle de mendicité. Il faut chaque fin d'année que les directeurs aillent voir l'ARS pour pouvoir négocier. Et je pense que vous êtes d'accord, vous serez d'accord avec moi que cela est particulièrement désagréable. À chaque année, exercer, disons, à ouvrir les portes
du directeur d'ARS pour avoir une subvention. Tertio, il contraint ces mêmes établissements et directeurs à une vision court-termiste de leur budget. Ils ne peuvent pas anticiper ni, avoir la prospective. Quoi de plus compliqué pour un directeur de prévoir des investissements dans un horizon financier aussi court? Mais les difficultés de ce procédé ne s'arrêtent pas là. Après avoir dit ceci, après avoir dit que le versement de la DGOS comble les manques à gagner du déficit du coefficient géographique, il ne faut pas croire que les établissements sanitaires ultramarins sont débarrassés de toutes leurs dettes. Les dettes restent là. Et il y a des dettes cumulées de plusieurs années, ce qui vient obérer toute possibilité pour ces hôpitaux de trouver le chemin, disons, d'une offre de soins, je veux le dire, disons, qui serait de qualité, qui serait innovante. Si tel était le cas, nous n'aurions pas eu à constater des dettes aussi astronomiques que la dette de 61 millions d'euros portée par le CHU de la Guadeloupe, une dette de 67 millions portée par le centre hospitalier de Cayenne, une dette de 168 millions portée par le CHU de la Martinique, et oui, une dette de 168 millions d'euros, alors même qu'au moment du Ségur, l'État s'était engagé à reprendre 20 à 30% de la dette hospitalière à l'horizon 2022. Au lieu de cela, force est de constater que de nombreuses missions sanitaires ne sont financièrement pas compensées. Le CHU de la Réunion a pu objectiver 30 millions d'euros de déficit exogène liés à ces missions de recours, de référence, de recherche, de permanence des soins sur le territoire de la Réunion. Nous savons aussi que le CHU de la Réunion doit venir, on va dire, en soutien du CHU du CHM de Mayotte, dans l'océan Indien. Comme quoi la solidarité et l'humanisme qui coûtent à nos établissements, cet humanisme coûte des choix aussi, mais aussi nos établissements doivent supporter des surcoûts qui sont parfois compensés en bout de parcours 1 an ou 2 ans après. Sur un autre volet du coefficient géographique, il nous paraît aussi, nous rapporteurs, important d'agréer juridiquement la prime de vie chère de l'ensemble des agents de santé à un texte réglementaire. Cela nous a été dit, toutes les primes ne sont pas obligatoirement liées à des textes réglementaires. Mais c'est ça le contexte particulier de nos Outre-mer. Si fort heureusement l'État joue aujourd'hui le jeu de compenser la prime de la vie chère via le coefficient géographique, il est important pour la sécurité financière de nos établissements que la sécurité juridique du dispositif soit assurée. Dispositif visant à compenser, on l'a dit, ces primes. Il faut donc une base légale ou une base connue et reconnue de tous, une base qui ne soit pas mise en difficulté ou en discussion année après année. Je vous laisse deviner les conséquences financières que les établissements de santé ultramarins auraient à traverser le jour où on demanderait à ces établissements de ne plus verser ces primes, qui sont une obligation morale, vu disons, les difficultés, la précarité de nos territoires. En conséquence de cela, le présent rapport préconise d'évaluer l'impact sur le financement des hôpitaux ultramarins du sous-financement des activités externes, ainsi que la non-prise en compte de la tarification nationale journalière de certaines prestations. Car le coefficient géographique, le collègue Aja vous le dira tout à l'heure, ne couvre pas toutes les dépenses. Et on dirait même que c'est un coefficient qui est sélectif. Et même par rapport aux prestations, même prestations à dire médicales, tout n'est pas pris en charge. C'est manifestement un coefficient en sus de son calcul qu'il faut réinterroger sur, disons, son champ de base. Le rapport préconise aussi également, au-delà du coefficient géographique, de financer de façon pérenne les missions de recours, de référence, de recherche et de soutien zonal des CHU ultramarins à partir de sous-financement objectivé. Il faut regarder, pérenniser la chose et sécuriser nos hôpitaux. Voilà, il y aurait beaucoup à dire sur la pertinence de ce coefficient géographique. Les rapporteurs que nous sommes se sont efforcés à révéler
chaque impertinence de ce dispositif, même si le format de cette mission flash nous a contraint un travail restreint, mais on va dire, nous sommes allés quand même au fond des choses avec l'adresse, avec les directeurs d'hôpitaux, avec les directeurs d'ARS, mais il y a une mise à plat, nous pensons, mise à plat véritable qu'il faut faire de ce dispositif de cofinancement des hôpitaux. Il faut revoir véritablement l'ensemble du plan de financement des hôpitaux. Pour certains, revenir à une DGF. Pour d'autres, avoir ce que la loi va préconiser d'ici quelque peu, on l'espère, à la fois un mix de T2A, un mix de DGF, et surtout qu'il y ait un financement de compensation par rapport aux difficultés de nos hôpitaux dans leurs bassins respectifs. À leur taille, aux besoins, comme disait le collègue Niro à l'instant, d'égalité devant la santé, car les hôpitaux ont une mission de santé publique, contrairement aux cliniques. Les hôpitaux, parfois, et souvent, doivent assumer des missions qui coûtent cher en investissement, mais qui, obligatoirement, on ne dira pas qu'ils ne sont pas rentables, mais qui ne sont pas amortis par rapport au nombre d'actes, mais qui sont nécessaires. C'est la même chose qu'on voit au niveau de certaines, on va dire, certains soins sophistiqués. On est venu, Président, à se demander s'il ne valait pas mieux revenir à une dotation globale, je le disais à l'instant, qui prenait en compte toutes les spécificités locales, plutôt que de continuer à vouloir corriger un coefficient géographique qui fait office de béquille et dont le montant continue à être globalement insuffisant, notamment aux Antilles. Et pire, c'est que c'est bien aux Antilles que le nouveau calcul orientait sur une baisse, alors que c'est particulièrement là que nous sentons le besoin de revoir ce coefficient géographique. Le calcul sera présenté par notre collègue, pas le calcul lui-même, mais disons les observations que nous avons sur ce calcul-là seront présentées par le collègue Ajar. Je vous remercie. La parole est au collègue Ajar. Bien, merci. Désolé du retard. Je vois qu'on m'a assigné beaucoup de missions. Bon, on va faire simple parce que je pense que le temps est court. C'est surtout les questions qui sont importantes. D'abord, la réalité du rapport de l'adresse, quel est-il? Aujourd'hui, les données qui ont été exploitées par l'adresse, je rappelle que c'est un institut statistique spécialisé dans le domaine de la santé qui est lié à l'État, c'est un outil d'État, eh bien, ces données datent de 2019. Donc, entre guillemets, nous pouvons utiliser le terme RACI, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus de sens en 2023, elles ne correspondent plus à nos réalités. Le deuxième élément, c'est qu'il y a plusieurs biais aussi qui ont été démontrés. C'est qu'il y a d'abord des biais méthodologiques, puisqu'il n'y a pas eu de concertation et il n'y a pas eu finalement de contradictoire avec les autorités sanitaires locales. Je parle des directeurs généraux d'hôpitaux, je parle des directeurs généraux d'ARS, et donc je parle aussi des équipes pluridisciplinaires qui sont au quotidien en train de gérer et assumer la notion de prestation de services publics de soins, donc de services publics de soins pour les peuples et populations de nos territoires. Cette réalité-là fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvons donner que très peu de considération aux conclusions de l'adresse. D'ailleurs, leurs conclusions font que dans des territoires de manière très anormale, ils proposent à ce que des coefficients géographiques soient même diminués. Je parle de la Martinique et de la Guadeloupe. Alors que quand on dit 2019, ça veut dire qu'on ne prend pas non plus en compte une crise sanitaire majeure, la crise Covid. Donc vous pensez bien que quand vous vous basez sur des données que vous considérez non exploitables, parce qu'en fait, ils ne sont pas allés jusqu'en 2022. Pourquoi? Ils disent que statistiquement, ce n'est pas exploitable. Ça veut dire qu'on efface la réalité de 2020, 2021, 2022 de la tête de nos territoires. Et surtout, on offre au gouvernement un creux important dans lequel il peut se permettre de se dire, bon, ben, sous la base de 2019, voici la décision que je prends sur tel financement, parce qu'un coefficient géographique, au-delà d'être une correction, c'est surtout un financement complémentaire pour assumer des réalités différentes
mais aussi des surcoûts importants, mais aussi des difficultés majeures dont le Covid fait partie. Donc, vous pensez bien que l'étude de l'adresse, même si elle a le mérite d'exister, il faut le saluer parce que la dernière étude de l'adresse date de 2016. On est en 2023. Donc, vous imaginez que autant de temps, ça veut dire déjà, je considère que ce n'est pas respectueux vis-à-vis de nos territoires, de nos peuples et de nos populations dans le respect de le cadre de la République française, de considérer que nous n'avons pas besoin justement de fournir à l'État des données à jour de la réalité du fonctionnement de nos hôpitaux. Et quand je parle de fonctionnement, je ne parle pas d'argent, je parle d'offre de soins, je parle de prise en charge, je parle de traitement, je parle de sauver des vies, je parle aussi de qualité de soins, je parle aussi de solidarité, je parle aussi de développer le génie local qui existe parce que nous avons des maladies qui sont propres à nos territoires. Je parle notamment en termes de santé environnementale. Si je pense au chlordécone ou à la sargasse, nous avons développé, et à la dengue, ne serait-ce que la dengue aujourd'hui, qui commence à se développer en France. C'est-à-dire que la France continentale aurait bien besoin justement d'utiliser nos expérimentations. Le fait que nous soyons des laboratoires dans certains types de maladies, notamment de santé environnementale, pour justement se préparer à anticiper des situations de dengue hémorragique qui pourraient se développer sur le territoire hexagonal. J'ai pris cet exemple-là. Bien, je ne vais pas élargir plus loin. En tout cas, il y a de nombreux biais au niveau de l'adresse qui ont été marqués, notamment toutes les questions de surcoût, de maintenance. On a le sentiment que la maintenance dans nos territoires des matériels n'existe pas. Elle est quasi gratuite. C'est-à-dire que les matériels se réparent tout seuls, ils s'entretiennent tout seuls, et en gros, ils fonctionnent tout seuls. Donc, il n'y a pas du tout de prise en compte ni de la maintenance, ni de la vétusté accélérée des matériaux, des biens aussi, de tout le matériel médical qui est utilisé au service des patients, parce que notre climatologie, nos singularités climatiques font que, eh bien, ça s'abîme plus vite. On a l'air marin, on a ces réalités-là qui font que, au-delà de la maintenance, la durée de vie des matériels, non seulement ils sont plus coûteux à faire venir, mais en plus, à entretenir ça coûte, mais en plus, ils durent moins longtemps. Donc, il y a une difficulté majeure qui fait que, en plus de tout cela, à l'origine, mais là, on ne peut pas le modifier, le fait de pouvoir faire de la T2A, donc de la tarification à l'activité, n'est pas du tout, et on le voit bien dans la réalité de l'utilisation de cette tarification à l'activité, dans nos territoires, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'égalité des soins, on a même une rupture d'égalité des soins, et ça, ce n'est pas acceptable. Donc, j'ai parlé des difficultés et des contestations fortes que le rapport reporte. En termes de constat, attention, nous ne sommes pas sur du jugement, nous sommes sur du constat, parce que nous aussi, nous avons fait des auditions avec les DGRS, avec les directeurs d'hôpitaux, avec les différentes, on va dire, forces vives de nos territoires sur le plan sanitaire. La question des surcoûts, je l'ai évoquée aussi en disant qu'elle n'a pas été prise en compte suffisamment. Alors, je ne sais pas où la limite de mon intervention est, puisque je ne sais pas laquelle Jean-Philippe va faire. Est-ce que vous voulez que j'intervienne sur la question des sous-effectifs? Tu fais le sous-effectif? Donc, je voulais que j'intervienne sur... Parce qu'on s'était réparti les thématiques. Oui. Non, mais vas-y. Dis tout ce que tu as dit. Bon. Donc, j'ai parlé du rapport de l'adresse sur lequel on a discuté. Mon collègue Khalifé parlera certainement des autres types de financement, parce qu'effectivement, le coefficient géographique n'est qu'un élément de financement. Mais c'est vrai que sur la question financière qui est posée comme un préalable à la question de l'offre de soins et de la qualité des soins, ce qui nous, politiques, nous intéresse, ce n'est pas simplement le moyen que représente l'argent, c'est l'organisation et la structuration des différents hôpitaux de nos territoires qui ont un rattrapage. Parce que je rappelle que nous ne sommes pas simplement issus d'une crise Covid, nous existons bien avant et que, historiquement, nos hôpitaux n'ont pas reçu l'équité de traitement telle qu'elle aurait dû le recevoir par rapport à la réalité des difficultés, on va dire, de thérapie à mettre en place, aussi bien qualitativement que quantitativement. Je pense à la désertification médicale, au fait que nous ne soyons pas attractifs médicalement, même avec les 40% aujourd'hui qui sont rétablis pour les fonctionnaires d'État que sont les médecins, les soignants, parce qu'aujourd'hui, alors là, un problème se pose, et ça, je veux le dire ici, nos auditions ont démontré que
c'est très bien qu'il y ait cet alignement, cette harmonisation pour permettre à ce que moi j'appelle une prime de vie chère, et j'insiste, contrairement à ce que certains considèrent être une surrémunération. Il y a une prime de vie chère parce que la vie est plus chère dans nos territoires. La vie est excessivement plus chère dans nos territoires. Donc c'est une prime de vie chère, sauf qu'aujourd'hui, d'après ce que nous savons, il y a une fragilisation par rapport à cette réalité d'augmentation de charges, parce que ça représente une charge. Est-ce qu'en face, l'État, qui a 100% de la compétence santé publique, je répète, 100% de la compétence de la santé publique, même si territorialement, il y a des vocations à développer un volet de promotion de la santé, mais la compétence santé, le pouvoir santé, il est vraiment centralisé État. Et donc, cette réalité de savoir est-ce que la compensation à 100% de cette augmentation de charges qui représente pour l'hôpital, c'est 20% supplémentaire, parce qu'en gros, les médecins étaient à 20% de plus. Maintenant, ils vont passer à 40%, donc 20% de plus 20%, ça fait 40%. Mais il faut pouvoir avoir la recette en face qui permet de payer en charge. Et donc, il y a une inquiétude qui est portée par les directeurs généraux d'hôpitaux à cet effet. Nous avons relayé cette inquiétude auprès des ministères de façon à garantir qu'une décision, pour qu'elle soit opérationnelle, soit effectivement traduite financièrement par le respect de la recette qui va en face de la dépense posée par les hôpitaux, parce que sinon, ça va accroître la difficulté des hôpitaux. Un autre problème qui rejaillit à travers ces auditions et qui est traduit en conséquence dans la problématique de la révision du coefficient géographique, quel est-il? C'est le fait que même les hôpitaux d'État payent plus tardivement, avec beaucoup de jours de retard, plus d'une centaine, voire 200 jours de retard dans certains cas, les prestataires privés, donc les entreprises qui travaillent pour ces hôpitaux. Conséquence, ces entreprises sont obligées d'augmenter les prix, donc de demander plus cher la prestation, parce que les hôpitaux n'ont pas les trésoreries qui permettent de régler les dettes des prestations effectuées par les entreprises au moment où elles sont effectuées. D'ailleurs, souvent, l'État finance en trésorerie en fin d'année les hôpitaux, et on a posé le problème en se disant qu'il y a un problème de timing, parce que ce n'est pas normal de financer en fin d'année, et donc de faire en sorte qu'on fragilise le tissu économique territorial de nos territoires, alors que si cet argent arrive bien plus tôt, eh bien, il peut y avoir de la réactivité et des délais de paiement des entreprises qui sont moins élevés. Je pense qu'ils sont même plus élevés que certaines collectivités territoriales que l'on cible systématiquement, alors que pour payer, il faut avoir la recette. C'est ça l'enjeu. Pour payer, il faut avoir la recette. Donc, si l'hôpital n'a pas la recette, eh bien, l'entreprise n'est pas payée. Ça veut dire que l'entreprise qui a fait le travail a des salariés aussi à payer. Il faut qu'il assume. Aujourd'hui, les banques sont de plus en plus frileuses. Donc, il y a des conséquences extrêmement graves au niveau économique du fait de retard de trésorerie, du fait de retard de paiement des hôpitaux. Et ça, c'est important à le marquer. Alors, pour terminer, peut-être parce qu'il faudrait peut-être aussi que je laisse la parole, ce que je dirais, moi, sur la question des effectifs. Dans les auditions que nous avons eues, moi, j'ai entendu, notamment de la part des directeurs, je ne critique pas les personnes, qu'on soit clair. Hein. Ma position est une position critique vis-à-vis des idées et des comportements, pas des propos, des propos, mais pas des personnes. Je respecte les personnes dans leurs fonctions. Le directeur d'hôpital doit être respecté. La directrice générale de l'ARS ou le directeur général de l'ARS doit être respecté. Néanmoins, dans le comportement, dans l'attitude, dans les propos, dans les idées qui sont développées, il y a un problème. On parle de sous-effectifs dans certains hôpitaux. Ça veut dire que certains directeurs d'hôpitaux de l'État auraient décidé sciemment de recruter plus que ce qu'il était possible et donc de charger la barque. Moi, je considère que cette manière d'aborder la situation rend responsable l'État de ce qui se passe. Déjà, parce que c'est un choix personnalisé par un représentant de l'État lui-même. Alors, certains disent que c'est pour avoir la paix sociale. Personnellement, je considère que même si une personne représente une masse salariale, donc un salaire à payer avec des charges, oui, c'est normal, mais en face, il y a quoi? Il y a l'énergie, il y a le temps, il y a la compétence. Et ça veut dire que si la personne a été recrutée dans un mauvais domaine, et si elle est titularisée, et que donc, en tant que titulaire, elle ne peut plus ne pas être dans les effectifs, c'est un fait, mais ça veut dire qu'il doit y avoir ce qu'on appelle une GPEC, une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ça existe dans tous les domaines, où on permet à quelqu'un qui rentre brancardier dans une structure de pouvoir évoluer à l'intérieur de la structure. Je prends un exemple tout bête. À l'hôpital de la Ménard ou à Clarac, en Martinique, on a besoin d'un secrétariat pour répondre aux personnes
qui sont atteints de cancer, qui n'ont pas de cellules d'écoute et qui ne peuvent pas être accompagnés parce qu'il n'y a pas de parcours de soins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que former quelqu'un à être assistante ou secrétaire pour écouter, pour recevoir des appels, c'est possible à partir de la formation interne de personnes qui sont recrutées. J'ai pris cet exemple-là concret pour dire quoi? Que ce qui peut apparaître comme une charge financière pour les hôpitaux, c'est aussi une richesse humaine qui permettrait aux hôpitaux, si ces personnes-là sont formées convenablement, d'occuper des fonctions aujourd'hui pour lesquelles il n'y a personne. Parce que dans l'organigramme, nous savons bien que dans le maillon de fonctionnement de l'offre de soins, nous avons besoin d'administratifs, nous avons besoin de techniciens, nous avons besoin de brancardiers, nous avons besoin de soignants et nous avons besoin finalement d'une coordination de l'ensemble. Et donc ça nécessite que chaque personne soit à sa place en équipe avec une direction et un management qui se mettent en place. Et c'est pour ça que je considère que l'accusation qui est portée de dire il y a des sureffectifs, pour moi, d'abord, elle n'est pas correcte dans le sens où si comptablement c'est vrai, humainement c'est faux parce qu'il suffirait à la politique de l'hôpital de décider de former ces gens pour qu'ils occupent des fonctions plus valorisantes même pour elles et qui permettraient à l'hôpital de mieux fonctionner en termes de services publics de soins et surtout d'accompagnement à la fois des patients qui viennent à l'hôpital mais aussi des familles. Je m'arrête là, mais j'aurai d'autres choses à dire après, certainement. Merci. Collègue Nilo. On l'aura bien compris, les statistiques de l'adresse sont objectives, mais leur prise en compte systématique pose problème dans le contexte de nos établissements de santé. Il y a notamment des éléments de chronologie qui interrogent. Les collègues l'ont dit, ces statistiques se fondent sur des données de 2019, mais entre-temps, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et à partir de données 2019, il y a des propositions de fixation du coefficient géographique en 2023 qui interviennent sans que ces données aient été actualisées entre-temps. Ça pose un problème fondamental. C'est celui de la périodicité de la révision de ce coefficient géographique. Aujourd'hui, c'est tous les 5 ans. Mais dans un intervalle aussi important, est-ce que le coefficient, lorsqu'il est annoncé pour les 5 années à venir, est-ce que ce coefficient-là est pertinent? Est-ce qu'il répond à l'objectif de corriger, parce que le coefficient géographique, il faut le rappeler avec force, il a une vocation de corriger des déséquilibres. Et lorsque, depuis 2019, on se base sur des données, et qu'entre-temps, début 2023, est intervenu un changement majeur. Je ne reviens pas sur le contexte Covid qui a bien évidemment bouleversé les choses. Mais lorsqu'à partir de début 2023, il est décidé que les salariés des hôpitaux dans nos territoires ne vont pas percevoir 20%, mais 40%, forcément, ça impacte le budget de ces établissements, mathématiquement. Et pourtant, alors même que les données de l'adresse ont été finalisées, l'enquête a été finalisée à l'automne 2022. Il n'a été publié qu'en novembre 2023. Là encore, ce délai interroge. Il est d'autant plus injustifiable et regrettable qu'un événement fondamental est intervenu début 2023. Comme je le rappelais, c'est la prime de vie chère des personnels médicaux qui était limitée à 20%, qui est passée à 40%. Et ce choc financier a aggravé les finances des établissements hospitaliers. On le comprend aisément. Et pourquoi? Aujourd'hui, en fin 2023, on fixe des taux de coefficient géographique pour 5 années à venir, et alors qu'on sait pertinemment, et le ministère, quelque part que nous avons interrogé, l'a admis implicitement que ces chiffres ne correspondent pas à la réalité des surcoûts, notamment en matière de ressources humaines de nos établissements. Donc c'est une première chose.
Donc, l'une des propositions concrètes que nous faisons, c'est de revenir sur la périodicité de 5 années, qui est pénalisante pour nous. Et nous proposons que le coefficient géographique soit révisé tous les 2 ans. Et il ne faut pas qu'on nous dise que ce n'est pas possible. C'est possible de réviser à partir de données statistiques et de l'évolution de la situation tous les 2 ans, de façon à ce que ce correcteur puisse intervenir avec davantage de justice, d'équité et de pertinence. S'agissant des difficultés des entreprises et des financements d'une manière générale de nos établissements publics de santé, certes, il y a des interrogations plus que légitimes qui se portent sur le coefficient géographique et nous l'avons fait à travers cette mission flash. Mais nous avons aussi constaté que les personnes interrogées pouvaient porter des réponses contrastées, voire contradictoires, alors même qu'elles faisaient partie toutes du dispositif de l'État. Il y a des réponses qui sont complètement en contradiction les unes par rapport aux autres. Nous avons été quand même surpris de voir l'écart entre l'analyse qui est faite par les ARS, les directeurs généraux des ARS, et les directeurs des établissements hospitaliers. Ça nous a choqués, on a noté ça. Et comme le disait le collègue Ajar, c'est un peu facile de rejeter la responsabilité sur les directeurs d'hôpitaux qui auraient trop embauché pour servir d'amortisseur social dans nos territoires. Et cela expliquerait, en fait, les déficits chroniques de nos établissements. La version qui a été développée par les DG ARS. Mais les directeurs d'hôpitaux sont nommés par qui? Sont nommés par le ministère. Donc les recrutements se font sous l'autorité du ministère. On ne saurait jeter en pâture des hommes. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de considérer le fonctionnement même de ces établissements. En tout cas, les difficultés financières structurelles ne sont pas suffisamment compensées parce que le coefficient géographique ne recouvre pas suffisamment, mais aussi parce que les autres missions et autres dotations ne semblent pas être en mesure de compenser totalement les surcoûts dans nos territoires. Tous les autres dispositifs. Et l'une des constatations majeures que nous avons observées, c'est que ces autres aides étaient souvent versées en fin d'exercice. En fin d'exercice. Ce qui pénalise davantage encore les établissements qui auraient besoin de ces dotations et de ces missions en début d'exercice. Parce que l'on laisse, ce faisant, le déficit se creuser jusqu'à représenter des sommes colossales et mettre en péril l'activité économique de l'ensemble d'un territoire. Le CHU de Martinique, par exemple, représente un important acteur de la commande des entreprises, de l'activité économique. Et lorsqu'on a 168 millions de déficit structurel qu'on n'est pas en mesure de payer les fournisseurs, comme ça a été dit tout à l'heure, les fournisseurs soit renoncent à fournir leurs prestations, et où ceux qui acceptent de fournir ces prestations se mettent eux-mêmes en difficulté s'ils n'ont pas la trésorerie et la marge de manœuvre financière suffisante. Et c'est ce qui se produit. C'est-à-dire, c'est en cascade que tous les prestataires de services se retrouvent du CHU se retrouvent face à ces difficultés. Donc l'enjeu, bien plus que la santé financière budgétaire des établissements hospitaliers, ça pourrait bien être la santé financière et budgétaire et économique dans l'ensemble d'un territoire, compte tenu du poids de
notamment des CHU, sur l'activité économique des territoires. Voilà. Ce qu'on pourrait dire, et peut-être préciser, c'est que le coefficient géographique, il arrive en 2004, lorsqu'on établit, disons, la tarification à l'activité. Donc les hôpitaux n'ont plus le financement en dotation globale et ont désormais un financement au nombre d'actes que feraient ces établissements-là. Donc ce qui a, quand on est dans un grand bassin de population, incidemment, on fait beaucoup plus d'actes et on arrive donc à engranger des recettes. Mais lorsqu'on se retrouve dans des bassins de population réduits comme ceux des Antilles, c'est un peu plus compliqué. Cela peut vous mettre en un déficit structurel assez rapidement non compensé. Et le coefficient géographique venait, on le disait, comme étant un correctif avec ses limites et des limites que nous avons pointées. Et en sollicitant cette mission-là, c'était bien, on voulait mettre l'accent sur le financement de nos hôpitaux. On peut avoir des projets régionaux de santé, on peut avoir des projets d'établissement tout à fait pertinents, mais si les financements ne suivent pas, nous aurons certainement un déficit de démographie médicale et cela va obérer, disons, la qualité et le suivi. Tout à l'heure, le collègue Ajar disait qu'il fallait qu'on puisse vous donner aussi ce qui vient en complément du coefficient géographique, car ce n'est pas l'essentiel des financements. Tarification d'activité, donc c'est une partie des ressources. Il y a le coefficient géographique. Il y a aussi maintenant, pour compenser les missions d'intérêt général, qu'il faut toujours négocier aussi avec les autorités. À l'intérieur de ces missions-là, nous avons deux grandes catégories. Des missions d'enseignement, de recherche, de référence et d'innovation, les mairies. Ces mairies-là supposent que vous avez un projet d'établissement, on va dire, très pertinent, et vous vous lancez un peu dans la recherche, dans l'innovation. Donc, vous arrivez à faire venir des pointures. Et comme on le disait à l'instant, pour faire venir des pointures, il faut pouvoir donc assurer les financements et entreprendre des recherches. Il y a aussi les MICAG qui viennent compléter, disons, les financements des hôpitaux par une espèce de dotation nationale. Il y a en sus le fonds d'intervention régional, le FIR, qui vient donc, qui est aux mains, bien sûr, des ARS, et pour la mise en œuvre de politiques comme la promotion de la santé et de la prévention, l'organisation du parcours de santé, l'accompagnement des établissements de santé, la permanence des soins. Mais là où ce travail-là que nous avons fait nous permet de porter aussi des propositions, à l'intérieur de tout ce que nous avons vu, il y a lieu de trouver une structure pérenne, contractualisée. Et c'est la raison pour laquelle, avec nos derniers échanges, on solliciterait la mise en place de missions d'intérêt général, mais territorialisées, territoire par territoire, car le bassin de la Réunion n'est pas le même bassin que la Martinique, n'est pas le même bassin que la Guadeloupe. Donc, territoire par territoire, en fonction des difficultés, en fonction des pathologies qui affectent les citoyens, car nous avons des pathologies qui sont chroniques, l'hypertension, nous avons le diabète, qui, disons, oblige ces hôpitaux-là à assurer des missions de service public. Et ces actes-là ne sont pas toujours on n'aime pas dire rentable, mais enfin, disons, ne rapporte pas, rapporter n'est pas le bon terme non plus, mais n'assure pas les meilleures recettes. Et pire encore, comme nos équipements, parfois, ont quelques difficultés, on n'arrive pas à se les procurer, les actes même qui seraient très rentables sont opérés au niveau national. Le syndrome de l'avion, il y a bon nombre d'entre nous qui prennent l'avion pour les actes sophistiqués. Donc il y a, on l'a vu, une espèce il faut déconstruire tout cela et reconstruire un financement stable et pérenne qui tienne compte de l'obligation de nos structures hospitalières à avoir une politique de santé globale dans l'égalité des chances des territoires, car nous sommes toujours dans la République française. Merci, chers collègues,
pour cet exposé de ce rapport-là. Alors, avant de passer aux questions-réponses des collègues, s'il y en a, j'aimerais juste que l'un de vous, s'il le souhaite, rappelle toutes les préconisations qui sont dans le rapport, si c'est possible. Johnny? Parce qu'il y en a 8. Est-ce que tu peux les rappeler, s'il te plaît? Donc, rapidement, donc bien sûr, la proposition numéro 1, c'est sur la question des données, et c'est Jean-Philippe Nidor qui l'a rappelé, les prochaines réévaluations du coefficient géographique, les faire de manière biannuelle et non pas sur 5 ans, comme c'est le cas aujourd'hui. La deuxième proposition, c'est revoir également la question des choix méthodologiques et d'instaurer le principe d'échange contradictoire, ce que l'on disait tout à l'heure là, et de concertation sur le territoire pour adapter à la fois la connaissance, mais aussi les solutions à apporter, qu'elles soient financières ou qu'elles soient complémentaires. La troisième, c'est, alors, là c'est marqué instauré, alors on l'a maintenu comme ça, mais on a dit biannuel. C'est instauré, alors je ne sais pas pourquoi elle est écrite, instaurer une obligation de révision annuelle, alors qu'on a dit que c'était 2 ans. Non, enfin moi j'ai la mauvaise version là, peut-être que c'est pour ça. Ouais, je dois avoir la mauvaise version, pardon, excusez-moi. Donc la proposition numéro 4, c'est de voir effectivement, c'est sur la question financière qui est une question centrale de la question de l'offre de soins publics dans nos établissements. Pas revenir, sortir de la T2R, revenir à une dotation globale de fonctionnement qui est forfaitaire et donc qui permet de mieux prendre en charge les réalités, les surcoûts, les contraintes, les questions d'éloignement, d'étroitesse de marché pour de nombreux territoires. Et la préconisation numéro 5, c'est ce qu'on disait tout à l'heure là, améliorer la programmation de la trésorerie pour que justement, elle ne vienne pas après coup résorber une problématique qui est déjà faite, c'est-à-dire quand les entreprises ne sont pas payées, elles ne sont pas payées, même si vous la payez un an après, elle va vous faire payer plus cher, et deuxièmement, vous la mettez en difficulté elle-même l'entreprise. Donc, il faut absolument que le bon timing soit respecté, donc que la programmation financière, notamment en trésorerie, soit respectée. Et puis, bien sûr, il faut faire une évaluation de l'impact du financement des hôpitaux ultramarins et du sous-financement des activités externes. Si on ne revoit pas globalement la réalité de la question financière, de l'ingénierie financière, je le dis pourquoi? Parce que je pense qu'il faut pousser un postulat. Dans aucun endroit du monde, la santé, en tout cas sur le plan financier, elle est bénéficiaire comptablement. Je dis bien comptablement. Là où on aura des bénéfices, c'est dans l'amélioration des soins, dans l'amélioration de la santé des gens, collectivement. Mais on ne peut pas devenir faire des entreprises de santé, des entreprises qui vont faire comme le 440, qui vont faire des bénéfices à la fin de l'année. Ça n'existe nulle part. Donc, même si on peut réduire les déséquilibres, et pour cela, la question de l'évaluation est essentielle parce qu'effectivement, il faut évaluer l'impact pour justement apporter des corrections, actualiser et améliorer les préconisations qui seront faites après, dans le temps, de manière chronologique. La préconisation numéro 8, c'est au-delà du coefficient géographique qui, le rappel, n'est qu'un élément, eh bien, effectivement, il y a une vision beaucoup plus globale, notamment sous toutes les problématiques, parce que vous avez beaucoup de centres hospitaliers qui ont ce sont des CHUM, donc ils ont également un secteur de la recherche, et pas des CHUM, pardon, en tout cas, ils développent un centre hospitalier universitaire, pardon, c'était le U, j'étais sous le M, parce que moi, les Martiniques. C'est pour ça. J'ai dit CHU, mais c'est le CHU. Donc, ce sont des centres hospitaliers universitaires. Donc, il y a un volet recherche qui dit recherche, dit développement de thérapies nouvelles, dit développement de protocoles de soins nouveaux, de parcours de soins nouveaux, et dit également une démarche de pointe et d'innovation. Donc, il faut pouvoir faire en sorte que ces éléments-là, qui sont des éléments justement de structuration de l'amélioration de la santé publique, puissent se mettre en place concrètement à travers la recherche. Je crois que j'ai fait le tour des préconisations. J'avais proposé deux propositions. On avait parlé des MIG socles communs et spécifiques. Bon, c'est pas grave. Voilà. Merci, Johnny. Il y a une préconisation qui n'a pas été dite, qui a quand même attiré mon attention. C'est
c'est celle par souci d'équité et afin de prendre en compte le fait que les pathologies les plus lourdes sont principalement prises en charge par les établissements de santé publics, envisage un dispositif de pondération financière à destination de ces derniers. Donc ça veut dire quoi? C'est mettre en place un système de compensation pour les hôpitaux publics du fait qu'ils reçoivent toujours ils s'occupent des pathologies les plus lourdes, c'est bien ça? Ah ouais, c'est exactement ça. Pardon. Justement, dans le rapport, on a peut-être pas précisé, mais il y a eu quand même une analyse entre le système de santé privé, qui est complémentaire, hein, il ne faut pas les mettre en concurrence, et le système de santé public. Et c'est vrai que si on regarde comptablement les cliniques et comptablement les hôpitaux publics, on voit qu'il y a des différentiels de bénéfices pour des raisons simples. C'est que les cliniques font les opérations les plus faciles et les plus rémunératrices, parce que ça demande moins de matériel, ça demande moins d'expertise, et que les cas les plus lourds, effectivement, reviennent dans les hôpitaux, notamment toutes les problématiques de cancer, par exemple. Ça veut dire que c'est des charges qui sont aussi plus lourdes humainement, en termes de protocole, d'accompagnement. Et je répète, ce n'est pas seulement les patients, souvent on parle des patients, mais il y a les patients et la famille. Parce que derrière un malade, il y a toute la famille aussi qu'il faut accompagner. Souvent, quand les niveaux de revenus des peuples de nos territoires sont bien inférieurs à ceux de l'Hexagone. Donc effectivement, il y a une charge plus lourde financièrement en conséquence de la prise en charge des cas les plus lourds dans les hôpitaux publics par rapport aux cliniques. Et donc, nécessairement, la préconisation, c'est de donner un rééquilibrage et donc une compensation financière supérieure pour que les hôpitaux publics puissent continuer à offrir ces prestations pour les cas les plus lourds. Je voudrais ajouter que l'adresse elle-même établit cette distinction entre secteur public et privé et considère que ça doit être questionné. Parce que, en effet, les pathologies les plus lourdes sont prises en charge par l'hôpital public. Mais ces pathologies les plus lourdes sont souvent celles qui rapportent moins financièrement à l'établissement de santé. Donc, il faut comprendre que le coefficient géographique, à ce jour, il est appliqué de manière invariable sur un territoire. Il s'applique aux établissements du public comme aux établissements du privé, invariablement. Or, l'analyse objective des surcoûts observés dans les différents secteurs publics et privés laisse apparaître clairement des surcoûts plus importants, notamment en matière de personnel, au détriment des établissements publics. Dans le public, les écarts peuvent varier de 10 points à 20 points de pourcentage selon les régions. Donc, on est en droit de se questionner sur la possibilité d'un coefficient géographique qui distinguerait les établissements publics des établissements privés. C'est-à-dire sans enlever quoi que ce soit aux établissements privés qui pourrait un système de bonification au service de ces établissements publics qui ont, compte tenu de leur mission de service public, des surcoûts qui pénalisent quelque part leur fonctionnement. Merci, collègue Nilor. Merci à nos chers rapporteurs de cet exposé du rapport, à l'explication, les préconisations. Donc, avant que moi je puisse poser des questions et intervenir, parmi les collègues qui sont présents physiquement, surtout en distanciel, est-ce qu'il y a des questions? Donc, il n'y a que la collègue Cécile Rilac qui est connectée. Est-ce qu'il y aurait des questions ou pas? Sinon, moi, j'en pose. Bon, pas de retour, donc on va continuer. Alors, j'ai participé avec vous, chers collègues, à la dernière audition, celle au ministère de la Santé avec le cabinet du ministre de la Santé, M. Rousseau. Est-ce que je peux dire qu'ils ont quand même reconnu, acquiescé un certain nombre de choses que vous avez pu mettre en exergue aujourd'hui, soit pour autant apporter des réponses concrètes au moment de la réunion, parce qu'ils ont dit qu'ils attendraient le rapport
pour y répondre, moi, ça m'a quand même un petit peu étonné, puisque ils sont censés être informés de toutes ces choses-là. Donc, pensez-vous vraiment, ça c'est ma question, c'est la première fois, pensez-vous vraiment qu'il y aura ce travail qui est demandé pour une réactualisation et une remise à niveau de ces coefficients géographiques pour nos hôpitaux, donc et bassin par bassin? Et la deuxième question, par rapport à ce que vous avez écrit aussi, est-ce qu'il serait de bon ton, objectivement bien sûr, au travers du travail que vous avez fait sur le coefficient géographique, de peut-être lancer une mission plus longue, une commission qui travaillerait vraiment sur une mission d'information qui travaillerait vraiment sur le financement et de façon globale des hôpitaux, de nos hôpitaux sur nos territoires dits d'outre-mer. C'est une bonne question. Sur la réunion avec le cabinet du ministre, c'est vrai que nous avons porté la contradiction, ne serait-ce que sur le calcul, la méthode de travail de l'adresse. Là, nous pensons quand même qu'il y a une écoute, peut-être une interrogation aussi, sur d'autres problématiques que nous avons portées, sur les pathologies, sur l'éloignement, cela a été entendu, même sur les délais de révision du coefficient géographique. Maintenant, le ministère attendait que le rapport puisse sortir, ce que le rapport va lui être transmis. Et ce qu'on pourrait faire aussi, c'est ajouter d'autres problématiques. Mais il faut savoir aussi que c'est ce coefficient, et même au-delà, le financement des hôpitaux est questionné. Nous avons cette mission-là que nous avons menée, mais à l'intérieur de tout ça, nous avons appris aussi que la Réunion a chargé un cabinet privé de faire un calcul, un travail profond sur le financement de son hôpital. Il y a certaines choses qui reviennent, comme ce que nous avons porté là, et d'autres calculs. Par exemple, l'eau. Sur les territoires que nous avons à gérer, qui sont, disons, des territoires parfaitement, pleinement impactés par la problématique de l'eau, l'eau est un surcoût pour nos hôpitaux. Et là, ça veut dire qu'il y a des prises en charge à faire. Le cabinet du ministre, bon, le ministre a changé maintenant, il faudra voir un peu, il faudra repartir au combat, c'est un peu tout cela, il faudra repartir au combat. N'empêche que nous avons porté cette chose-là avec pertinence, disons, dans une démonstration. Il faudra voir après comment on pourrait y arriver. Maintenant, sur l'autre, mon collègue Ajar a déjà le micro en main, il fait la réponse sur la deuxième partie de la question. Des réponses complémentaires, collègue. Je peux attendre si tu veux compléter. Alors, moi, je pense que, Président Riemann, tu l'as dit, il y a 2 temps. Je pense que le temps de l'urgence du rapport, c'était justement qu'on puisse réviser ce coefficient géographique, parce que finalement, le rapport de l'adresse a eu quoi comme conséquence? Des révisions qui sont insuffisantes et basées sur des éléments et des connaissances contestables et contestées. C'est ce que le rapport dit clairement. Et donc, il faut réviser les décisions de modification des coefficients qui apportent des financements complémentaires. Mais ça, c'est l'urgence. Le nouveau ministre ou la nouvelle ministre, je ne sais pas, il va falloir reprendre rendez-vous parce que comme le cabinet aussi a changé, malheureusement pour nous, députés d'Ultramarins, mais même pour les autres, il va falloir revoir dans quel état d'esprit cette nouvelle équipe qui va prendre le ministère de la Santé sera. J'ai senti comme toi, Président Riemann, une écoute, au moins une écoute, quand on est venu. On aurait pu peut-être convaincre, démontrer que les effets volume, par exemple, sur le rapport, s'ils avaient été pris en compte, ils auraient permis des modifications plus substantielles et donner plus de moyens financiers à travers le coefficient géographique à nos hôpitaux. Ça n'a pas été le cas de l'ancienne équipe. On verra. Mais l'urgence, c'est ça, dans l'immédiateté de ce qui peut être financé. Le deuxième point, c'est fondamental. C'est que nous avons ouvert une porte et il faut aller beaucoup plus loin. Parce que je pense qu'il faut restructurer considérablement. Et dans le rapport lui-même, je ne l'ai pas dit, mais il y a cette logique d'aller plus loin en se disant, voilà, il faut changer de paradigme. Il ne faut plus voir la santé comme étant une absence de maladie. Souvent, on dit, je ne suis pas malade, je suis en bonne santé. Non. La santé, la définition de l'OMS, et ça, c'est un changement de paradigme, un changement d'organisation, un changement de modèle économique, un changement de modèle de santé publique, un changement de société aussi, c'est de dire, c'est le bien-être physique, mental et social. Les trois réunis. C'est la vision globale, avec une santé environnementale, une santé animale et une santé biologique humaine, rassemblés dans ce que l'on appelle un écosystème dans lequel nous sommes aujourd'hui, puisque nous ne sommes pas déconnectés
des animaux, nous ne sommes pas déconnectés de la nature. Donc si on change de paradigme, il va falloir changer de modèle financier, il va falloir changer de modèle économique, il va falloir changer de modèle de santé. C'est pour ça qu'il faut vraiment, à mon avis, ça c'est vraiment une proposition de fond, aller sur la problématique d'une mission plus profonde qui a étudié pas seulement la question financière, mais la question de désendettement aussi. Parce que porter des charges de dette comme ça, historiques, moi je regardais la Martinique, mais je vois que la Réunion, c'est presque 400 millions d'euros. Donc vous imaginez, on ne va jamais pouvoir s'en sortir avec des boulets de dette qui sont accumulés comme ça. Et donc si on veut pouvoir être des pôles, et je dis bien des pôles de santé publique, parce que je pense que dans nos territoires, que ça soit océan Indien, même peut-être océan Pacifique, même si ça ne les concerne pas, parce que là on est uniquement pour les territoires qui sont issus du régime de l'article 73, donc de l'égalité des droits, que nous revendiquons, dans le respect de nos différences et dans le cadre de la République, c'est de pouvoir au moins avoir des perspectives que nous ouvrons nous-mêmes à travers les connaissances que nous allons développer dans un rapport plus profond qui permettra d'avoir le volet financier comme un moyen, le volet charge globale, mais aussi le volet ressources qui nous permettent de faire face à ces charges. Et le volet recherche et le U de universitaire, pour moi, est essentiel. Je sais que nous pouvons réussir ce pari-là. Et si au niveau de la délégation Outre-mer, on décide de lancer cette mission, moi je suis preneur et ensemble on pourra faire en sorte de dépasser ce paradigme ancien qui considère qu'il faut faire du bénéfice sur la santé des gens. Je voudrais encore plus succinctement ajouter deux choses. La première, ça a été dit, s'il y a une conclusion de cette mission, c'est bien que la question du coefficient géographique est particulièrement pertinente pour comprendre les choses, comprendre la réalité, la complexité de la problématique de financement de nos établissements. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas que le coefficient géographique qui grève le budget de nos établissements. Il y a tout un système à remettre en question. Donc, l'une des conclusions de ce rapport appelle à l'adoption ou au lancement d'une nouvelle mission beaucoup plus large que cela pour comprendre toute cette complexité. Et enfin, ce qui s'est passé ces derniers jours, ça doit nous interroger, parce que nous avons été reçus la semaine dernière au ministère. Et il est vrai que le directeur de cabinet, le cabinet du ministre d'une manière générale, avait été très sensible à nos arguments. On avait véritablement ressenti une ouverture d'esprit. Très rare dans les temps d'aujourd'hui. Et j'en viens même à me demander s'il n'était pas aussi coopératif et réceptif, parce qu'il savait déjà peut-être qu'ils n'auraient pas eu à assumer les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de nous. Je suis obligé de m'interroger là-dessus. Non, quand même. Ah, mais c'est une interrogation. C'est une interrogation, mais en tout cas, ça traduit un malaise, un problème. C'est-à-dire qu'à chaque ministre, ce ministre de la Santé-là, pour une fois, je peux dire, il y a longtemps que je n'avais pas eu de sympathie pour un ministre de la Santé. J'avais un petit peu de sympathie pour lui, mais voilà. Il doit partir. Et ça montre bien aussi qu'à chaque nouveau ministère, c'est comme l'éducation nationale, on a le sentiment de tout devoir recommencer. Alors que les problèmes, ils sont là, ils sont latents, ils se posent dans la durée et exigent de la visibilité, de la lisibilité quant aux interlocuteurs. Voilà. Merci, chers collègues. Est-ce que... Si est-ce que je peux... Oui. Juste un truc. Je vais taquiner mon ami Nilo. Je n'irai pas aussi loin. Franchement, pour une raison simple, j'avais rendez-vous avec le cabinet du ministre de la Santé ce matin. Donc, s'il avait accepté le rendez-vous, c'est qu'il n'avait pas prévu de démissionner, sinon il ne m'aurait pas donné un rendez-vous. Maintenant, bon, il a démissionné, c'est autre chose. Alors, avant de conclure, je vais reposer la question à la collègue Cécile Rillac qui est connectée. Ah, elle n'est plus là. Bon, elle n'est plus là. Bon, en tous les cas, en ce qui me concerne, moi, je n'ai pas d'autres questions. Non, mais c'est après la presse, pas maintenant.
Tiens, après. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions entre nous, chers collègues, je vais avant tout, je vais clore le dossier, on va dire, mission en coefficient géographique. Mais néanmoins, bien entendu, la volonté d'aller plus loin encore sur le sujet, en tout cas sur le financement de nos établissements de santé publique sur nos territoires. Donc la délégation, on prendra la décision, on parlera de ça la début de l'année prochaine et puis on verra comment on met ça en œuvre, sous quelle forme. Donc un grand merci pour le travail que vous avez fait dans cette mission Flash. Donc ça a permis effectivement de mettre en exergue un certain nombre de choses. Même moi, j'ai été, je ne veux dire pas surpris de voir quelle était la situation de certains établissements sur nos territoires. Donc ça pose vraiment question sur le problème structurel qu'il y a et donc ce n'est pas passager. Donc un grand merci à vous pour ce travail-là. Donc, y a-t-il des questions de façon diverse ou des demandes particulières, chers collègues? Non, c'est bon? J'ai pas de demande. Ah, oui. Non, je voulais te dire que tu as parfaitement raison là, parce que quand on regarde la situation des hôpitaux, et Johnny disait à l'instant, le collègue Ajor disait à l'instant, les déficits cumulés qui sont portés par les hôpitaux, manifestement, il faut une action. Une action forte, soit de reprise de déficit, mais il faut une action forte avant longtemps. Car on ne peut pas administrer un établissement avec un poids pareil. Donc là, parce que là, le coefficient n'a pas été révisé, on n'a pas tenu, bon, il y a des choses un peu compliquées. Quand on vient en fin d'année à verser un hôpital à 80 millions, c'est qu'on savait que l'hôpital avait déjà, disons, cette dynamique-là qui amènerait à compenser à 80 millions. Donc là, c'est une mission flash, la mission la plus simple possible. Il faudra peut-être encore faire un échange avec le ministère et voir si on peut aller de façon un peu plus forte encore et pour avoir des préconisations qui ne seraient pas, disons, discutables, mais qui pourraient être mises en œuvre par le ministère pour un financement pérenne et durable pour nos hôpitaux. Merci, cher collègue. Oui. Juste un dernier truc, en fait, c'est pour ajouter à ce que dit le collègue Khalifé. Il y a aussi des territoires. Là, je pense qu'il y a aussi vraiment le changement du regard de la France en tant que centralisateur, en tant que Paris, par rapport à l'ensemble des Outre-mer, parce qu'on nous a rassemblés ensemble malgré nos différences. Je dis ça parce que non seulement on est singulier, et si je prends l'exemple de La Réunion, mais aussi de Saint-Martin, il y a des doubles insularités. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait que l'hôpital du CHU de La Réunion se retrouve dans cet état-là, c'est parce qu'ils récupèrent aussi quasiment tous les malades de Mayotte, puisque l'hôpital de Mayotte, justement, n'est pas en état de les recevoir. Donc, c'est une charge qui est prise, qu'ils ont, sans avoir en face la recette, en tout cas la compensation et les moyens de faire face. Si je prends Saint-Martin, c'est pareil. Ils seront obligés de passer par l'hôpital de Guadeloupe. Donc, tu as des territoires qui sont encore dans des situations plus contraintes à l'intérieur des territoires d'outre-mer, celles qui ont une double insularité, pas seulement sous le volet santé, sous le volet de transport de marchandises, la CMA-CGM, dans la commission d'enquête, elle s'arrête à La Réunion, elle ne va pas à Mayotte. Elle s'arrête en Guadeloupe, elle ne va pas à Saint-Martin. Ça veut dire que c'est à eux de se débrouiller, de savoir comment la marchandise arrive à Mayotte. Et ça, ce sont des contraintes qui sont quasiment jamais pris en compte, qui ont été révélées notamment aussi par la collègue co-rapporteur Bassir également, qui a fait remonter par rapport au nombre d'évacuations sanitaires qui venaient de Mayotte. Merci, chers collègues. De toute façon, ce rapport-là, il va être transmis rapidement au ministère de la Santé, puis nous verrons quelles seront les réponses, puisque nous aussi, nous leur avons très, très clairement fait savoir que nous serions en attente, on espère très rapide, de leur réponse par rapport à cette préconisation-là. Donc, les collègues, l'ordre du jour étant épuisé, je vais d'abord vous souhaiter à toutes et tous de très bonnes fêtes de fin d'année et que 2024, j'ai envie de dire, arrive sous de meilleurs auspices que de la fin de 2023. Parce que bon, on a bien vu ces derniers temps, les choses ne sont pas très superbes, on va dire, dans le pays. Portez-vous bien, prenez soin de vous, profitez de vos familles et puis je vous dis à l'année prochaine pour toutes et tous. Merci à vous.